Pourquoi Rome, l'empire le plus puissant de l'Antiquité, n'a-t-elle jamais conquis l'Écosse actuelle? Pas par manque de soldats, ni à cause de généraux incompétents. Face à cet aveu d'échec, Rome a même décidé de faire bâtir un mur. Mais qu'y avait-il vraiment au-delà de cette délimitation pour que Rome décide de ne pas aller plus loin? L'arrivée des Romains. Quand les Romains arrivent dans le nord de l'île de Bretagne, ils ne débarquent pas à l'aveugle. Nous sommes à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et Rome est déjà installée depuis plusieurs décennies dans le sud de l'île. Des villes ont été fondées, des routes ont été construites et des légions y stationnent en permanence. À Rome, on considère donc que la Bretagne est en bonne voie de pacification. Cependant, il reste un territoire au nord, vaste, peu connu et surtout instable. Les Romains l'appellent la Calédonie. Ce n'est pas une invention, le nom apparaît dans plusieurs sources antiques, notamment chez Tacite, l'un des historiens romains les plus importants, et qui va jouer un rôle clé dans ce que nous savons de cette région. Car Tacite n'est pas un simple observateur lointain. Son beau-frère, Gnaeus Iulius Agricola, est gouverneur de la Bretagne romaine entre 77 et 84 après Jésus-Christ. Et Agricola, lui, décide d'aller plus loin que ses prédécesseurs. Selon Tacite, Agricola mène plusieurs campagnes vers le nord. Il fait avancer les légions, il sécurise les arrières et installe des forts temporaires pour tenir le terrain. Bref, il applique la méthode romaine classique. Mais très vite, les choses se compliquent. Tacite décrit un pays difficile à pénétrer, pas seulement à cause du relief, mais aussi à cause de la manière dont les habitants se battent. Il insiste sur le fait que les ennemis ne se présentent pas en bataille rangée. Ils observent, ils attendent et ils frappent quand les Romains sont vulnérables. Un épisode revient souvent quand on parle de cette période, la bataille du Mont Gaupius, vers l'an 83 ou 84. C'est l'un des rares affrontements directs que les sources romaines décrivent en Calédonie. Selon Tacite, Agricola affronte une coalition de tribus calédoniennes menée par un chef nommé Calgacus. On ne sait presque rien de lui en dehors de ce récit et il faut être prudent. Mais ce personnage devient symbolique. Tacite lui prête un discours célèbre dans lequel Calgacus accuse Rome de ne laisser derrière elle que le désert et d'appeler cela la paix. Est-ce un discours réel? Probablement pas mot pour mot, mais il reflète bien la perception romaine d'une résistance farouche. La bataille, toujours selon Tacite, tourne à l'avantage des Romains. Les Calédoniens sont repoussés, mais ce point est crucial. Cette victoire ne débouche sur rien de durable. Agricola ne fonde pas de ville en Calédonie, il ne transforme pas la région en province et il finit par se replier. Et c'est là que l'on comprend une chose essentielle. Même quand Rome gagne une bataille, elle ne gagne pas la guerre. Pourquoi? Eh bien parce que tenir ce territoire est un cauchemar logistique. Les soldats doivent marcher sur de longues distances, les routes sont difficiles à entretenir, les forts doivent être ravitaillés en permanence et chaque convoi devient une cible potentielle. Tacite parle aussi du climat. Il évoque la pluie, le froid et l'humidité constante. Des conditions qui favorisent les maladies et l'épuisement. Autrement dit, avant même de parler de conquête totale, Rome découvre que rester en Calédonie coûte extrêmement cher en hommes comme en ressources. À la mort d'Agricola, ses successeurs adoptent une attitude plus prudente. Les légions se replient progressivement vers le sud. Rome commence à comprendre que cette région n'est pas une province comme les autres. Et cette prise de conscience va guider toute la stratégie romaine pour les 2 siècles suivants. Ce qui bloque au nord. Après les campagnes d'Agricola, Rome ne quitte pas totalement la Calédonie. Mais quelque chose a changé. L'illusion d'une conquête rapide a disparu. Les gouverneurs romains qui lui succèdent comprennent très vite que le problème n'est pas une bataille à gagner, mais une guerre impossible à terminer. D'abord parce que l'ennemi ne se présente presque jamais comme Rome l'attend. Les Calédoniens, que les Romains appellent de plus en plus souvent les Pictes, à partir du IIIe siècle, refusent en effet le combat frontal. Ils n'alignent pas des armées en race campagne. Ils frappent quand les Romains sont en mouvement, isolés ou en infériorité. Les sources romaines parlent régulièrement d'attaques soudaines. Des soldats disparaissent lors de patrouilles, des convois sont pris pour cible et surtout des camps sont harcelés pendant la nuit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est usant. Pour une armée comme celle de Rome, tout repose sur la cohésion. Les légions avancent ensemble, elles combattent ensemble et également elles campent ensemble. Mais le problème, c'est que dès qu'un détachement se retrouve seul, il devient vulnérable. Et c'est précisément ce que cherchent les Pictes.
Ils connaissent le terrain, ils savent quel chemin éviter, ils savent où l'ennemi sera lent et également ils savent où il sera obligé de passer. Cassius Dion, historien romain du IIIe siècle, évoque ces populations du Nord comme des adversaires insaisissables, capables de disparaître dans les marais et les forêts après une attaque. Il ne les décrit pas comme des barbares désorganisés, mais comme des combattants parfaitement adaptés à leur environnement. Ce point est fondamental. Rome a l'habitude de transformer le paysage. Elle construit des routes, elle assèche des marais et impose son ordre. Mais en Calédonie, cette logique atteint ses limites. Chaque route demande des mois de travail, chaque fort doit être ravitaillé et chaque ravitaillement devient une cible. Les soldats romains doivent protéger les ouvriers, ils doivent escorter les convois, tout en étant obligés de maintenir une présence constante. Résultat, une armée censée conquérir passe une grande partie de son temps à simplement survivre. À cela s'ajoute un autre problème majeur, le moral. Les textes antiques évoquent rarement le moral des troupes, mais certains indices sont très parlants. Les rotations sont longues, les conditions de vie sont difficiles et le climat, comme on l'a dit, est très éprouvant. Les soldats sont loin de l'Italie, loin des provinces riches, loin des grandes villes. Ils stationnent dans des forts isolés, au milieu de territoires hostiles. Or, pour un soldat romain, la récompense d'une campagne, ce sont souvent les butins, les primes, parfois l'accès à de meilleures affectations. En Calédonie, il n'y a presque rien de tout cela. Peu de villes à piller, peu de richesses visibles et peu de terres immédiatement exploitables. La guerre devient alors une routine pénible, sans perspective claire de victoire. Rome tente malgré tout de maintenir la pression, elle renforce les garnisons, elle multiplie les patrouilles et surtout, elle punit durement les révoltes. Et chaque répression alimente un nouveau cycle de violence. Les Pictes ne se soumettent pas, ils se dispersent, puis reviennent. À partir du IIe siècle, les attaques contre la Bretagne romaine se multiplient. Les sources mentionnent des incursions répétées au sud de la frontière, parfois jusqu'aux zones pourtant censées être pacifiées. Ces attaques montrent une chose très claire, la Calédonie n'est pas contenue, elle déborde. Face à cette situation, Rome comprend qu'elle doit changer d'approche. Plutôt que de chercher à contrôler tout le territoire, il faut désormais le bloquer. C'est dans ce contexte qu'apparaît une idée nouvelle dans la stratégie romaine en Bretagne. Non plus avancer, mais tracer une limite, une frontière visible et surtout fortifiée. Ce changement marque un tournant. Il reconnaît implicitement que la conquête totale de la Calédonie n'est plus un objectif réaliste. Et cette décision va donner naissance à l'un des ouvrages militaires les plus célèbres de l'Empire romain. Le moment où Rome renonce. À partir du début du IIe siècle, Rome a compris une chose essentielle. La Calédonie ne se conquiert pas comme les autres territoires de l'Empire. Alors, plutôt que de continuer à avancer sans fin, elle décide de fixer une limite claire. Cette décision est prise sous le règne de l'empereur Hadrien. Hadrien n'est pas un conquérant comme Trajan, c'est un empereur pragmatique. Il passe beaucoup de temps à voyager dans l'Empire et à observer ses frontières. Et ce qu'il voit en Bretagne le pousse à changer de stratégie. Vers 122 après Jésus-Christ, il ordonne la construction d'un mur à travers l'île. Ce mur traverse la Bretagne d'ouest en est sur environ 117 km. Il est ponctué de forts, de tours et de portes. Ce n'est pas seulement une défense militaire, c'est une frontière politique. Le message est clair, Rome ne cherche plus à avancer au nord, elle cherche à contenir ceux qui s'y trouvent. Les sources antiques, notamment la Historia Augusta, expliquent que l'objectif est de séparer les Romains des populations qualifiées de barbares. Il faut prendre cette formulation avec recul, mais elle reflète bien l'état d'esprit de l'époque. Le mur d'Hadrien fonctionne pendant plusieurs décennies, il permet de contrôler les passages, il canalise les échanges et ralentit les incursions. Mais il ne règle pas tout. Sous le règne d'Antonin le Pieux, successeur d'Hadrien, Rome tente encore une fois d'aller plus loin. Cette fois, ce n'est pas l'empereur lui-même qui mène l'opération, mais son gouverneur en Bretagne, Quintus Lollius Urbicus. Vers 142 après Jésus-Christ, un nouveau mur est construit plus au nord. Il est plus court, mais aussi plus fragile. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le mur d'Antonin. Ce mur marque une nouvelle avancée romaine en Calédonie, mais cette avancée est très vite mise à l'épreuve. Le terrain reste difficile, les attaques continuent, les garnisons sont isolées et surtout, le coût humain et matériel est énorme. Après environ 20 ans, le mur d'Antonin est abandonné, les troupes se replient vers le sud et Rome revient au mur d'Hadrien.
Ce retour en arrière est très révélateur. Il montre que même avec des moyens importants, la Calédonie reste ingérable sur le long terme. À la fin du IIe siècle, la situation se dégrade encore. Les sources mentionnent de grandes incursions pictes au sud du mur. Vers 180 après Jésus-Christ, plusieurs forts sont attaqués et des garnisons sont même massacrées. Les détails sont flous, mais l'événement est suffisamment grave pour marquer les esprits romains. Il entraîne des renforcements, des réparations et probablement une militarisation accrue de la frontière. Mais le fond du problème demeure. La Calédonie ne rapporte toujours rien. Elle coûte toujours autant et elle nécessite une vigilance constante. Au début du IIIe siècle, un dernier empereur tente encore de régler la question une bonne fois pour toutes. Il s'agit de Septime Sévère. Septime Sévère est un empereur militaire. Il croit encore à la possibilité d'une victoire décisive. Vers 208 après Jésus-Christ, il se rend personnellement en Bretagne, accompagné de ses fils Caracalla et Geta. Cette campagne est l'une des plus dures jamais menées par Rome dans la région. L'historien Cassius Dion, qui est une source majeure pour cette période, décrit une guerre épuisante. Les ennemis évitent toujours le combat frontal, les Romains avancent lentement et les pertes sont importantes, souvent causées par la maladie, la fatigue ou encore les conditions climatiques. Dion évoque des marches interminables sur des terrains détrempés avec des soldats épuisés et une armée qui progresse sans jamais pouvoir imposer une victoire claire. Septime Sévère est déterminé, mais son corps ne suit plus. Il tombe malade à Eboracum, l'actuel York. En 211 après Jésus-Christ, il meurt et avec lui disparaît la dernière véritable tentative romaine de conquérir la Calédonie. Ses successeurs n'iront pas plus loin, ils maintiendront la frontière, ils renforceront les murs et se contenteront de répondre aux attaques quand il le faudra. Mais l'objectif a changé définitivement. Rome n'essaie plus de soumettre le nord de l'île, elle accepte de vivre avec cette limite. Ce renoncement n'est pas une défaite spectaculaire, il n'y a pas de bataille finale, pas de capitulation officielle. La Calédonie n'est pas un territoire rentable, elle n'est pas pacifiable à un coût acceptable. Elle ne mérite plus que Rome y consacre ses ressources. C'est ainsi que l'Empire romain, pourtant maître d'une grande partie du monde antique, comprit qu'il y a des peuples qu'on ne soumet pas, même avec des légions, et que la force a ses limites, même pour un empire. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.